problématique économique des coûts de santé aujourd'hui, avec des patients effectivement plus nombreux à être multipathologiques de façon chronique, et avec tout en haut de la pyramide des soins extrêmement coûteux. Alors, on revient progressivement, on le voit bien, même si le mot est rarement employé dans le discours du politique, vers ce concept du panier de soins. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de prestations de santé qui sont mises dans un panier de soins remboursés, et puis il y en a d'autres, par la force des choses, qui en sont sortis. Avec des risques, notamment pour un certain pourcentage de patients chroniques qui sont exposés à des pathologies qui peuvent être considérées, au moins par les décideurs, comme bénignes. Et l'arthrose en est un bon exemple, parce que c'est une maladie qui est longtemps bénigne, mais qui va effectivement potentiellement évoluer et exposer à des complications lourdes de conséquences qui, elles, seront prises en charge. Alors, est-ce que cette notion de parcours de soins, de coopération interprofessionnelle, c'est aussi une manière de répondre à cette problématique du panier de soins qui, inéluctablement, va porter en dehors de ce panier un certain nombre de prestations, avec le risque de voir le patient finalement échapper au contrôle médical et avoir une prise en charge de moins bonne qualité. François Liard. Il y a une évolution très nette, une accélération de l'évolution actuellement sur plusieurs points. Alors, il y en a qui ont été évoqués au niveau de la formation initiale, l'évolution des jeunes praticiens de santé, quel que soit le niveau dans lequel ils exercent. Moi, je suis tout à fait vrai avec les jeunes médecins que je côtoie et les stagiaires que j'ai. Ils veulent fonctionner en groupe et ils sont prêts à accepter et à fonctionner aussi dans une autre approche. Alors, je n'ai pas oublié votre question, mais pour y répondre comme ça, faut s'inscrire dans cette évolution-là. Jusqu'ici, pour moi, médecin généraliste, j'étais quasi exclusivement payé à l'acte. Une consultation, le patient me payait, comme ça, il allait à la pharmacie, se fait rembourser son médicament. De façon conjointe aussi, tout ça évolue complètement. Les protocoles de soins dont on a parlé, il va falloir, ça a un coût. On va vers une amélioration de la santé, mais ça a un coût. Il faut qu'ils soient financés. Ils le seront à travers d'autres systèmes. Et dans les maisons pluridisciplinaires de santé, il y a une adaptation de la loi qui se fait. Jusqu'ici, les professionnels de santé exerçaient dans une société civile de moyens qui ne pouvaient pas percevoir de financement extérieur, simplement par la cotisation de ses membres. Maintenant, l'évolution se fait vers les SISA, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, qui peuvent percevoir des émoluments. L'ensemble de ces protocoles de soins-là vont être financés par des fonds émanant de la sécurité sociale, éventuellement émanant de l'ARS, et le financement de l'accès aux soins et des soins eux-mêmes est en train de changer. Alors, on voit bien qu'il y a le paradigme, enfin le socle qui existait tout au long du XXe siècle, c'est que la sécurité sociale finance tout, est en train progressivement d'exploser. Ce n'est plus la sécurité sociale qui finance tout. Il y a un financement qui vient de la sécurité sociale toujours évidemment, mais également de la part mutuelle financée par les patients eux-mêmes, et puis directement par les patients qui financent directement leur propre santé, mais également aussi à travers les interventions des collectivités locales. Quand on fait une maison de santé pluridisciplinaire, eh bien, dans bien des cas, c'est financé par les communautés de communes à travers avec des financements État-région qui mettent de l'argent dans ce système. Donc, globalement, le financement des soins, au sens large, est multiple, ne venant plus exclusivement du système de santé. Donc, les patients eux-mêmes, en effet, financent, et on voit bien ce qui s'est passé dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons notamment, une prise en charge de plus en plus importante par les patients directement. C'est le cas, ça va être de plus en plus le cas en France.
Gilles Bonnefond, est-ce que justement ce parcours de soins, cette interprofessionnalité, ça va justement pas permettre de garder néanmoins, même si le patient assumera sans doute davantage le coût de sa santé, dans une médicalisation, une prise en charge médicale de ces pathologies chroniques qui ne sont pas forcément tout de suite graves? Il faut que ce soit un parcours de soins. Il ne faut pas que ce soit un parcours de consommation. C'est ce qui fait la différence entre le bon usage et le mésusage. Donc, y compris sur des médicaments qui ne sont pas remboursés, ou si je m'adresse directement au pharmacien, il faut que ce parcours de soins qui correspond à un besoin du patient soit un parcours de soins avec un partage d'informations avec les médecins. Ça, c'est indispensable, parce que sinon, on n'arrivera pas à se coordonner. Donc, oui, les complémentaires santé peuvent intervenir au premier euro sur des actions d'organisation d'offres de soins, y compris de premier recours, parce qu'elles voient bien, elles aussi, qu'elles peuvent contribuer, alors là, pour leurs adhérents, qu'ils soient mutualistes ou adhérents, un bon usage et un bon recours aux ressources qui sont offertes sur le territoire. Et elles participent, elles ont envie de participer, y compris d'ailleurs même pour les patients chroniques, où théoriquement elles n'interviennent plus. On voit bien qu'il y a une réflexion aujourd'hui là-dessus pour financer le bon usage du système de soins. Pardon. La clé, ce sera le changement de mode de rémunération des professionnels de santé. Excusez-moi. Parce qu'effectivement, ça faisait partie des difficultés. Quand le médecin est payé à l'acte, il a l'impression que si un autre acte est fait par notre professionnel, c'est un acte qui est enlevé. Là, si c'est un paiement forfaitisé, on peut avoir une réflexion apaisée sur la bonne organisation et sur la délégation. Ce qui manque, et ce qui va manquer, mais il faut qu'on anticipe, ce sont les outils permettant de communiquer entre nous. Si la coordination est chronophage, la coordination n'existera pas. C'est vrai que c'est bien avec des maisons de santé pluriprofessionnelles, on est sur un même lieu. Et je fais toujours une petite boutade, la coordination ne se passe pas autour de la machine à café. Parce que c'est vrai que c'est là où on peut échanger sur les cas de tel patient ou tel patient. Mais je pense qu'il faut qu'on l'organise un petit peu plus. Et puis tout le monde ne sera pas dans la maison de santé pluriprofessionnelle. Il faut avoir une stratégie de territoire. Et plus la pharmacie va être éloignée de la maison de santé, plus on va raisonner un pôle de santé, plus l'outil communicant doit être performant. Je suis un patient chronique en commun. Je suis sur un territoire où je rayonne sur plusieurs villages, où il n'y a plus de médecins, par contre il y a une pharmacie. J'équipe la pharmacie et la MSP en outil de télésanté, permettant d'avoir un échange, permettant de dire le patient n'est pas stabilisé par rapport au protocole, je le mets dans des conditions permettant d'avoir une consultation à distance pour que le médecin puisse prendre une décision ou de modifier un traitement ou éventuellement de lui demander d'avoir une consultation physique et de ne pas laisser le patient dans une situation de difficulté. Franchement, aujourd'hui, pour parfois juste modifier une posologie, d'être obligé d'aller chercher une ordonnance et d'avoir une modification pour que l'assurance maladie puisse lui prendre en charge, alors que si on avait un protocole sur la douleur et que l'on sait que sur la douleur, les posologies évoluent et doivent évoluer, est-ce qu'on ne peut pas trouver des choses beaucoup plus intelligentes et moins chronophages entre médecins et pharmaciens pour éviter de faire ce parcours du combattant juste pour avoir une ordonnance, même si c'est une prescription à un certain moment d'antalgiques puissants. Je pense qu'il y a des choses à rechercher, mais le fait qu'aujourd'hui, et cette réflexion, cette nouvelle organisation, que la Haute Autorité de Santé est très présente et suit de très près et prête à accompagner, parce qu'elle sait très bien que c'est comme ça qu'on va améliorer les prises en charge, et même d'aider, de faciliter, et justement de ne pas subir l'article 51, mais de le promouvoir et de l'adapter, eh bien je pense que c'est porteur d'espoir pour les patients, mais porteur d'espoir, comme tu le disais, pour notre mode d'exercice, parce que les jeunes ne veulent pas travailler comme avant. Il faut qu'on le prenne en compte et qu'on prépare pour ces jeunes une organisation qui feront que nos métiers seront attractifs. Et c'est vrai que dans les facultés, la première année n'est pas une première année réussie, puisque c'est une année de sélection. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on organise dans les facultés, en 4e, 5e année, 6e année, comment je prends en charge un patient diabétique à domicile
Et je mets dans la même salle, dans le même amphi, les médecins, les pharmaciens, éventuellement les infirmières, et voilà, et on travaille ensemble. La coordination, elle est au départ dans la formation initiale. Et là, si on est capable de faire ça, je pense qu'on n'aura plus de débat de savoir qui fait quoi. Ce sera déjà préparé au niveau des familles. Merci, c'est quasiment une belle conclusion. Et effectivement, j'avais, je ne sais pas à qui on doit cette formule, mais que j'avais trouvée excellente, c'est qu'on ne peut pas travailler ensemble si on ne s'est pas former ensemble.